Les États-Unis ont aussi décidé de retirer leur appui au Fonds africain de développement, qui est le fonds concessionnel pour faire des prêts à taux réduits de la Banque africaine de développement. C'est-à-dire que l'Afrique va se financer probablement davantage par elle-même. Comment pallier le gel de l'aide américaine sur le continent? Quelle marge de manœuvre possible pour les pays africains? Nous posons la question ce soir à notre invité, Thomas Mielonio, chef économiste au sein de l'AFD, l'Agence française de développement. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Le gel de l'aide américaine est estimé à 30 voire 35 milliards de dollars pour ce qui concerne le continent africain. À en croire certaines ONG, le bilan s'annonce désastreux. Partagez-vous ces prévisions? Ce qui est certain, c'est que personne ne pourra se substituer au financement américain. Vous l'avez dit, 30-35 milliards. Pour vous donner un exemple, l'AFD en dons, c'est de l'ordre de 700 millions cette année, c'était 1 milliard l'année dernière. Donc on n'est pas dans les mêmes proportions. L'Union européenne est le premier bailleur mondial. On est même parfois sur des sommes supérieures aux États-Unis, mais il n'y aura pas de budget additionnel pour se substituer à l'aide américaine. Donc c'est vrai qu'il y a des conséquences très concrètes comme celles qu'on vient de voir dans ce reportage. C'est vrai aussi dans la problématique de la maîtrise des épidémies. L'aide américaine était très présente dans le domaine de la santé. Des épidémies comme Mpox ou Ebola dans des périodes récentes, par exemple, ont pu être aussi limitées grâce à l'aide américaine. Donc ça, ce sont des conséquences concrètes qu'on va devoir affronter. C'est vrai aussi de tous les programmes d'appui aux femmes. Par exemple, les droits des femmes font partie des secteurs sur lesquels les États-Unis ont réduit très fortement leur appui. Alors, selon vous, comment les différents États africains pourraient-ils combler le déficit financier qui venait des États-Unis ? Alors c'est vrai que l'Afrique va devoir encore plus prendre en main son développement. Je veux dire, de toute façon, l'Afrique se finance principalement par elle-même. C'est par ses impôts, par la collecte de l'épargne qu'elle peut financer l'essentiel de son investissement. Je pense qu'il faudra qu'encore davantage, elle puisse à la fois développer son imposition, il faut des impôts justes et efficaces, et puis mobiliser l'épargne à travers son système financier. Peut-être qu'on va en parler. Alors justement, vous avez parlé de l'épargne. Comment est-ce que les pays africains devraient-ils mobiliser l'épargne des Africains pour pallier ce gel américain? Alors, les financements des États et de la sphère publique peuvent venir essentiellement de deux sources. Il peut y avoir des impôts. Et c'est intéressant, d'ailleurs, à l'AFD, on a un fonds d'innovation qui accompagne des gouvernements africains qui veulent avoir des impôts plus justes, ce qui est des conditions pour lever plus d'argent. On a des programmes intéressants en RDC et au Sénégal. Donc ça, c'est pour la partie impôt. Ensuite, les banques elles-mêmes peuvent utiliser l'épargne, les dépôts des épargnants, pour financer l'investissement. Ce qu'on constate, on a fait une base de données des banques de développement, c'est qu'il y a beaucoup de banques, notamment publiques en Afrique, qui sont des solutions pour collecter l'épargne et après l'orienter vers des projets d'investissement et soutenir la croissance, ou dans un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, qui peuvent investir dans des capacités nationales de production de vaccins. Notre filiale secteur privé, Proparco, par exemple, investit pour qu'il y ait des productions en Afrique de vaccins pour les Africains, mais avec évidemment des acteurs nationaux qui peuvent participer au financement. Alors voilà pour cette solution. Autre solution, celle qui consiste à augmenter le budget des États. Le Nigeria l'a fait récemment avec l'augmentation de 200 millions de dollars supplémentaires dans le budget annuel. Est-ce que les pays africains doivent suivre cette voie? Je pense que c'est un moment de vérité où il faut que les États africains disent aussi s'ils sont prêts à mettre sur la table les moyens pour compenser ce qui était vraiment prioritaire à leur sens. Donc il va y avoir un tri. Les ONG disent parfois un tri sordide entre les causes prioritaires et d'autres qui étaient bonnes mais peut-être pas vitales aujourd'hui. Et je pense que les pays africains vont devoir aussi choisir les causes essentielles et peut-être mettre de l'argent pour compenser ce qui peut l'être. Alors cette crise pourrait-elle représenter une opportunité pour repenser les modèles de financement, notamment sur le continent africain? Je le disais à l'instant, il va y avoir peut-être moins de ressources internationales. Les États-Unis ont aussi décidé de retirer leur appui au Fonds africain de développement, qui est le fonds concessionnel pour faire des prêts à taux réduits de la Banque africaine de développement. C'est-à-dire que l'Afrique va se financer probablement davantage par elle-même. C'est intéressant aussi de voir qu'aux États-Unis, l'institution qui finance le secteur privé, USDFC, qui avait été créée pendant la première administration Trump, a été renforcée budgétairement. L'essentiel des aides ont été réduites, mais l'appui au secteur privé, lui, a été consolidé du côté américain. Et on observe des tendances un peu similaires en Europe, ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi une option d'encourager davantage et trouver davantage de financement pour le secteur privé africain. Alors certains acteurs sur le continent affirment que cette situation devrait inciter les pays à renforcer le financement domestique et réduire leur dépendance à l'aide internationale. Selon vous, est-ce la meilleure solution possible pour les Africains ? En tout cas, je crois que c'est la seule aujourd'hui. Encore aujourd'hui, la Banque centrale américaine a décidé de maintenir des taux élevés. Ça veut dire que l'argent en dollars, en euros au plan international va être plus rare et plus cher. Et donc, finalement, qu'on adhère ou pas à cette solution, moi je pense que par ailleurs c'est une bonne chose, mais c'est vrai que c'est l'Afrique qui va devoir trouver davantage de financement par elle-même. Alors, vous disiez précédemment, vous avez déclaré précédemment que l'Afrique a autant besoin d'aide que d'investissement. Qu'est-ce que vous entendiez par là ? La logique d'aide,
on le voit, est très contestée aujourd'hui. Elle est contestée parfois dans les pays européens, aux États-Unis, avec une forme de repli sur soi, ou bien parfois c'est la tension budgétaire, c'est plutôt le cas en Europe. Ça, c'est une première chose. Donc l'aide peut être contestée en Europe, mais j'observe que c'est aussi le cas en Afrique, où il n'y a pas forcément une envie de recevoir la charité. Donc l'idée d'investissement, de trouver des intérêts partagés, a, je pense, aussi une attractivité sur le continent africain. L'investissement, peut-être, ça ne s'applique pas sur des causes humanitaires, de santé, d'éducation, d'aide d'urgence. En revanche, en matière de développement économique, là, on est vraiment, je pense, sur la recherche d'investissement plutôt que d'aide, avec, vous savez, ce fameux proverbe « la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit ». Je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gouvernements qui ont envie d'être dans une situation d'infériorité. Donc parfois, il y a des crises humanitaires, bien sûr, là, il faut faire preuve de solidarité. Mais en revanche, pour le développement économique, c'est plutôt la logique d'investissement qui, je crois, doit s'imposer. Thomas Meloniot, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de ce gel des financements américains à destination notamment du continent africain. Merci à vous. Merci. Fin de la première partie de votre journal Afrique. Place au mag.